go. Qu'est-ce qu'un mème? Du grec mimesis, traduit en français par imitation, le mème est une notion forgée par Richard Dawkins en 1976 sur le modèle du gène. Il définit un élément culturel ou comportemental qui se transmet d'un individu à l'autre par imitation. Prenant souvent sur Internet la forme d'une photo légendée ou d'un gif animé, tel un virus, il peut se propager, évoluer, muter et parfois même disparaître quelques jours après sa publication. On date généralement le premier mème Internet de 1996. C'est un gif animé représentant un bébé dansant sur un fond noir. Mais si on devait choisir un mème archétype, ce serait sans doute le gif animé connu sous le nom de Confused Travolta. Le gif animé Confused Travolta, incroyable celui-là, détourne une poignée alors que le bébé, bon voilà, c'était le premier, mais en soi il est pas ouf, quoi. C'est pour ça que personne l'utilise aujourd'hui. Il y aura des soupeurs moufettes. Oui, voilà, mais de toute façon, c'est bien aussi, si vous êtes des jeunes et que vous voulez faire la fête, dites-vous que, bah, comme toute fête de la soupe, on boit plus de bière que de soupe, en réalité, et il y a des concerts et tout ça, donc... de secondes de la vie d'un personnage de Pulp Fiction de Quentin Tarantino. Alors que Vincent Vega, le personnage joué par John Travolta, entre dans le salon de Mia Wallace, jouée par Uma Thurman, cette dernière l'accueille en lui parlant par un interphone, et pendant une poignée de secondes, on voit le personnage la chercher en tournant la tête, un peu perdu, accompagnant son mouvement d'un léger geste de la main. C'est incroyable ce mouvement. Putain, ça me rappelle, moi, Pulp Fiction, on m'en a dit que du bien et je l'avais pas vu quand j'étais au lycée. Et donc un soir, je me suis dit, ok, je vais me mater Pulp Fiction, mais vu que c'est un film qui a l'air hyper culte, j'ai envie d'être dans un état second pour le regarder. Résultat, j'ai bu, je me suis dit, je vais boire devant Pulp Fiction. Et j'ai bu avant de regarder Pulp Fiction et j'étais trop malade pour regarder Pulp Fiction. Donc j'ai regardé Pulp Fiction un autre jour et j'ai été vomir. Voilà, c'est ma rencontre avec ce film. Le gif animé a été utilisé pour la première fois, sans modification, le 10... Non, je me suis endormi, non, ma tête elle tournait trop, donc j'arrivais pas à regarder l'écran. C'est vrai. Le gif animé a été utilisé pour la première fois, sans modification, le 17 novembre 2009. Mais son premier détournement date de 3 ans plus tard, le 6 novembre 2012, posté sur Imgur par I Like to Wonka My Willy, alors qu'il annonce qu'il doit chercher une poupée pour sa fille. On y voit le Confused Travolta perdu dans un supermarché. Ce post sera vu 2,8 millions de fois en 10 jours. Depuis, des milliers de Confused Travolta ont été postés. Ils interviennent dans n'importe quelle situation, inclus au milieu de scènes de films, pour commenter n'importe quelle situation aberrante. Il y a même des cosplays du Confused Travolta. Confused Travolta, c'est l'homme d'aujourd'hui. Si le monde est un labyrinthe, et Internet un labyrinthe dans un labyrinthe, l'internaute est un homme confus, perdu dans un monde lui-même confus. Mais putain, mais en vrai, ça fait partie de mes mèmes préférés parce que moi, il y a un truc que je kiffe de fou. Un truc qui me fait beaucoup rire. Merci Milterrain pour les 500 bits de plus. Merci beaucoup. Putain, bah merci. Hein. C'est vraiment, tu es sur tous les terrains et... voilà, et non, mais les mêmes que je kiffe de ouf, c'est les mêmes expressifs corporellement. Genre, typiquement, celui avec le. Merde, je vais essayer de le faire là. Je sais plus comment il s'appelle, donc. Non, non, c'est. Merde, je sais plus le faire, putain. Voilà, vous voyez ce que je veux dire, quoi. Bref, c'est ceux-là qui. Vraiment, c'est mes mêmes préférés, quoi. Ceux qui sont communicatifs juste avec des gestures et tout, c'est... Je vois pas. Non, ta gueule, Néon, t'as vu. Ou pour reprendre une expression célèbre, tirée une fois n'est pas... Le mec qui cligne des yeux, oui, oui. ...coutume de la Bible, l'internaute est un étranger dans un monde étrange. Always look on the bright side of life. Pulp Fiction est un film qui a presque 30 ans. Il doit partiellement sa légende au retour en grâce d'un acteur qui avait alors disparu depuis 20 ans, John Travolta. Et ce dernier était devenu célèbre à travers Grease, un film qui reprenait en 1978 un univers, des codes et une esthétique qui avaient eux-mêmes 20 ans. Pourquoi il a fait une aussi longue pause dans sa carrière, Travolta d'ailleurs? C'est une question que je me pose. Il avait un problème de santé? Il voulait pas faire ça? Je sais pas. Dans Pulp Fiction... La scientologie? Ah bon? Monty Python, quel banger. Parce qu'il était ringard. Non, mais arrêtez. Comme dans d'autres films de Tarantino. Catalogué comme acteur pour Midinette. Ah ouais, il a pas eu le choix, le pauvre. L'époque représentée est rendue confuse par le fait que s'y accumulent les signes ou la mentalité des époques passées. Dans Pulp Fiction, Vincent Vega est décrit par Mia Wallace comme un Elvis... Et moi, et je suis désolé, mais s'il y a bien une actrice qui me fascine depuis longtemps, c'est Uma Thurman. Hein. Physiquement, ce qu'elle dégage et tout ça, j'ai toujours été fasciné par elle.
alors qu'il Voilà, moi je pense que si voilà, je suis hétérosexuel de contexte, mais si Uma Thurman me propose de devenir lesbienne, je le ferai. l'emmène à une soirée rétro dans un bar rejoint les codes des films passés. La scène célèbre où les deux personnages dansent est d'ailleurs directement inspirée par une autre scène de film, Simple Man d'Al Hartley, sorti en 1992, où Elina Levenson emportait les autres personnages du film dans une danse chorégraphiée. Une danse elle-même inspirée par celle de Bande à part de Jean-Luc Godard, sorti en 1964. Simple Man se passe-t-il en 1964 ou en 1992 ? Pulp Fiction se déroule-t-il en 1995 ou en 1955 ? Et nous, sommes-nous aujourd'hui en 2023 ou dans les États-Unis de 1978 ? Quoi ? Si nous nous sentons comme des Confused Travolta, c'est que quel que soit notre âge, sur Internet, nous vivons toujours comme des hommes du passé, basculés dans un monde dont les codes nous sont devenus... Ah putain, il fait du vieux man tout craché. Putain, il est passé d'un mème à d'un coup on vit dans le passé machin quoi. progressivement incompréhensibles. Nous ne faisons pas vraiment corps avec ce monde. Ok. Nous y apparaissons comme le morceau d'un film qui aurait été ajouté par un effet spécial. Sur Non. Internet, nous sommes émotionnellement perdus quelque part entre les années 50 et 2023, mais nous ne savons pas où. Et pour une bonne raison qui semble pourtant sans cesse nous échapper. Les réseaux sociaux ne sont pas simplement des outils. Les réseaux sociaux sont des mondes. Ils nous familiarisent à des atmosphères, encouragent des formes d'expression, orientent des types de réflexion, entraînent des visions, infléchissent des traits de nos personnalités et induisent des comportements. Leur fonctionnement est Ça s'appelle social, bah c'est réseau social. Si c'était sur internet ou pas, c'est pareil. à l'image de la vision du monde de leurs concepteurs. Jawed Karim, Ian Koum, Kevin Systrom, Zhang Yiming, Jack Dorsey, Pavel Durov peuvent être considérés comme nos éditeurs, nos gouverneurs. Non mais attends, Pavel Durov, pourquoi celui qui a fait Telegram, il est fringué comme Norman dans le Clash des Templiers? C'est... Je savais pas que le mec se flinguait comme un assassin. peuvent être considérés comme nos éditeurs, nos gouverneurs ou nos patrons. Lire et publier chez eux ne sont pas des activités neutres. Elles ne peuvent pas l'être. Quand nous allons sur Facebook, nous allons dans le monde de Mark Zuckerberg. Nous lisons dans le visage des autres avec les mêmes yeux que lui. Et nous cherchons des amis dans le monde d'un homme qui n'a pas d'amis. Pire, qui n'a peut-être jamais eu l'ambition ou le désir d'en avoir. Bienvenue sur Internet, dernier épisode, Mark Zuckerberg, l'homme qui assassina l'amitié. Ah, let's go. J'aime bien la take. Mark Elliott Zuckerberg, né le 14 mai 1984 à New York. C'est le fils d'un psychiatre et d'une dentiste, Karen et Edward. Il a 3 sœurs, Brandy, Donna et Ariel. Et est-ce qu'il va expliquer pourquoi il est devenu un robot, en fait, physiquement, au-delà de la blague, en fait? Comment ça se fait que ce type est devenu aussi rigide, bizarre physiquement? Très soucieux selon ses propres dires de préserver sa vie privée, Regardez, il ressemble pas à un robot, là, il ressemble à un jeu d'homme épanoui. ce qui est une ironie dont vous saisissez immédiatement la saveur, on sait très peu de choses sur son enfance. On sait qu'en 1983, un an avant sa naissance, son père avait acheté un IBM PC XT, ce qui coûtait à l'époque la somme de $10 000. Ah ouais, quand même. Mes enfants ont tous été exposés très tôt aux ordinateurs, dira Edward Zuckerberg. Lorsque Mark Zuckerberg a 12 ans, son livre préféré est Computing for Dummies, l'informatique pour les nuls. Et il a eu très tôt son premier ordinateur personnel, un PC de la marque Quantex. J'ai immédiatement voulu savoir comment il fonctionnait, dira Zuckerberg, comment les programmes s'exécutaient. Par la suite, j'ai voulu savoir comment procéder pour écrire des programmes à des niveaux de plus en plus intimes de l'ordinateur. En utilisant le basique d'un Atari 800, Mark crée alors un réseau local qu'il nomme ZuckNet, par lequel un réceptionniste informe son père de l'arrivée de ses patients et à travers lequel les membres de la famille Zuckerberg s'écrivent d'une chambre à l'autre. Il est un peu. Mark Zuckerberg est également un passionné d'histoire grecque et latine, une passion qu'il conservera adulte. Fanatique de risque, un jeu de société dont l'objectif est la conquête du monde et qui implique qu'on trahisse ses alliés et qu'on s'allie avec ses ennemis, le jeune Mark Zuckerberg en réalise une adaptation en jeu vidéo se déroulant durant l'Empire romain et dans lequel un joueur unique se bat contre Jules César. Mark Zuckerberg admettra n'avoir jamais réussi à gagner à son propre jeu. Il est trop tôt pour dire si celui-ci est prémonitoire de ce qu'allait être sa propre vie. Mark Putain, l'intro, j'ai jamais entendu des infos comme ça précises sur sa vie quand il était gosse. Peut-être parce que je m'intéresse pas à Mark Zuckerberg, mais c'est intéressant d'avoir ces infos-là, quoi. Zuckerberg est biphobe, quoi?
crée son premier site web en 1999. Il a 15 ans. Sur celui-ci, il présente une petite application nommée The Web, sur laquelle il invite les visiteurs à s'inscrire et à indiquer leur connexion avec leurs connaissances parmi les précédents inscrits. 2 ans plus tard, lors de son année d'études à la Philips Exeter Academy, il met au point une application, Synapse, qui analyse les goûts musicaux d'un auditeur et lui recommande d'autres chansons. Ah, mais il a développé. C'est lui qui a développé, comment il s'appelle? C'est lui qui a fait. Putain, comment ça s'appelle déjà? Non? Shazam? Non, il a pas fait Shazam. En 2002, Mark Zuckerberg entre à Harvard. C'est là qu'il rencontre les 3 complices avec lesquels il créera Facebook. Dustin Moskovitz, Chris Hughes et Eduardo Saverin. Les 2 premiers sont ses colocataires dans la résidence Kirkland House. Le 3e est un jeune Brésilien, excellent en mathématiques, qui s'occupe de l'Investment Club du campus, un fonds d'investissement permettant d'améliorer les compétences des étudiants à jouer en bourse et à se tester concrètement sur des marchés. Âgé d'à peine 20 ans, Eduardo Saverin a ainsi gagné des centaines de milliers de dollars. Il sera le premier actionnaire de Facebook et l'ami de jeunesse de Zuckerberg. Celui dont la trahison... Désolé, c'est juste... En fait, c'est même pas ça, c'est juste ça coupe avec du gel. J'ai revu ça, j'ai eu un flashback des années de cette époque-là, j'ai dit putain quoi. Sera sans nul doute la plus choquante. Fin octobre 2003, déçu par une jeune femme qui lui plaisait, Zuckerberg commence à rédiger des entrées fumaces sur son blog. 20h13, c'est une pute, il faut que je trouve quelque chose à faire pour m'occuper l'esprit. Et puis, un peu plus tard, 21h48. Bon, je suis un peu ivre, je ne vais pas mentir. Nous sommes mardi, il n'est même pas 22h. Alors, j'ai ouvert le trombinoscope de Kirkland sur mon PC. Le moins qu'on puisse dire, c'est que certaines photos sont franchement ignobles. J'ai presque envie de placer des photos d'animaux de ferme à côté et de demander aux gens de voter pour la plus jolie photo des 2. Pendant qu'il rédige son blog, c'est l'incel suprême. Mark discute avec ses compagnons de résidence. Et un certain Billy le décourage de son idée initiale. Billy suggère de juste comparer 2 photos, de ne placer des images d'animaux de ferme que de temps en temps. Un peu plus tard dans la soirée, il abandonne l'idée des photos d'animaux. Toujours sur son blog, il écrit « 23h09. Pas encore sûr de ce que je vais faire avec les bestiaux, mais j'aime bien l'idée de comparer 2 photos. Quelque chose comme hotornot.com. Les étudiants n'ont accès au trombinoscope que de leur propre résidence. Zuckerberg hack alors les répertoires des autres résidences et récupère les photos de centaines d'étudiants. À 4h du matin, le site est prêt à fonctionner sous le nom FaceMatch. Il est mis en ligne 3 jours plus tard, l'après-midi du dimanche 2 novembre. Quel enfer. Mais en plus, le pire, c'est que... Putain, mais... Je veux dire, quand bien même c'est ultra misogyne et tout ça. Le pire, c'est que quand tu fais tes photos de... Comment ça s'appelle? Quand tu fais tes photos d'identité comme ça, tu te mets pas sur ton 31, tu sais même pas que tu vas finir dans un truc comme ça. Il suffit que tu sois mal réveillé, mal coiffé, et ça y est, c'est fini, ta scolarité est foutue, quoi. Et ses amis envoient alors des invitations par mail avec l'adresse du site. Il n'y a pas eu de procès pour avoir utilisé les photos de profil? Je sais pas, il va peut-être nous le dire. Et la phrase « Est-ce que nous avons été admis à Harvard pour notre apparence physique? Non. Est-ce que nous serons jugés sur notre apparence physique? Oui. » Le soir même, à 22h, le site est saturé de requêtes. En quelques heures, il y a 22 000 votes de la part de 450 participants. Ah ouais. Le site FaceMatch est alors si visité qu'il fait sauter le réseau de l'université. Zuckerberg a peur d'être renvoyé. Ce ne sera pas le cas. FaceMatch va le rendre célèbre. Suffisamment célèbre pour que le 20 novembre 2003, il soit approché par 3 étudiants, Cameron et Tyler Winklevoss. Oh putain, la tête. On dirait ils ont été moulés dans des statues grecques. J'ai pas... Putain. Et lui, bien sûr, bon, lui c'est Dark Sasuke, il est un peu bresson. Les jumeaux monozygotes en 4e année d'économie, et Divya Narendra, un étudiant en mathématiques. Les 3 amis proposent à Mark Zuckerberg de les aider à créer un site qui s'appellerait The Harvard Connection, qui comprendrait des pages individuelles reliées aux autres par un système d'amis. Aucun des 3 n'a de compétences pour créer ce site. Ils pensent avoir trouvé en Mark Zuckerberg le programmateur idéal. Celui-ci accepte, mais ne donne pas beaucoup de nouvelles les jours qui suivent. Nous consacrions énormément de temps à demander des nouvelles du projet, racontera Divya Narendra. Nous l'appelions pour demander où en es-tu sur le site. Il nous disait « J'aurai quelque chose de prêt dans les prochaines semaines ». Plus les jours passent, plus Zuckerberg se fait dilatoire. Dans un mail du 4 décembre, il écrit aux 3 compères « Désolé, je n'étais pas joignable ce soir. Je viens juste de voir que j'ai manqué 3 de vos appels. » Puis, le 10 décembre, la semaine a été très chargée. Du coup, je n'ai pas eu la possibilité de travailler énormément sur le site, ou même d'y penser. Putain, en fait, c'est un gros branleur. Le mieux serait probablement de décaler notre rendez-vous jusqu'à ce que nous ayons davantage de choses à discuter. Je suis également très pris de main
et donc je ne pense pas qu'il sera possible de se voir. Le 17 décembre. Désolé, je n'ai pas été joignable les jours précédents. C'est vraiment, ouais, c'est le roi des disquettes pour essayer de... Oui. J'ai passé l'essentiel de mon temps au laboratoire à travailler sur un problème que je n'ai pas encore complété. Après Thanksgiving, il raconte carrément au frère Winklevoss qu'il a oublié d'emporter le chargeur de son ordinateur portable avec lui chez ses parents. En outre, il aurait pris beaucoup de retard sur ses travaux d'études. Enfin, le 8 janvier, Mark Zuckerberg leur écrit « Je me demande si ce site offre assez de fonctionnalités pour attirer réellement les visites et s'il draine le volume de trafic espéré. Je ne suis pas sûr que nous disposions d'une bande passante suffisante pour gérer ce volume. Il faudrait effectuer une optimisation sérieuse et cela demanderait plusieurs jours de plus. » Moins d'un mois plus tard, les frères Winklevoss ont un choc quand ils découvrent un site qui exploite plus ou moins leur idée. Il s'appelle The Facebook. Ah oui, ok, je comprends. Ça veut dire c'est pas il branle rien. C'est qu'il était en mode oulala, non, en fait, nanana, alors que juste ils lui ont soufflé une idée et lui il a pris le truc. Il l'a fait de son côté en mode oulala, oups, non. Et voilà, le truc lui appartient. Il gagnait du temps. Putain. En fait, il a joué comme face à Napoléon, non, face à Jules César, là. Il s'est dit, ok, il faut que... Putain, en fait, c'est ça. C'est comme si tu proposais un traité de paix à ton ennemi, et ton ennemi, il est en mode, putain, aujourd'hui, je suis pas disponible. Et le lendemain, il te dit, ah bah non, j'ai eu la grippe, donc là, c'est un peu chaud, je suis en train de tousser, je suis dans mon lit. Et en fait, pendant ce temps-là, il fait avancer ses troupes. Et à la fin, bah, le traité tient plus, puisqu'il peut déjà gagner la guerre, alors que toi, t'attends... Enfin, vous voyez le truc. Et le choc est redoublé quand il découvre que son auteur n'est nul Est-ce que j'avais besoin de faire une comparaison comme ça pour expliquer ça? Je sais pas. Mais... autre que leur programmateur dilatoire. L'idée de The Facebook est présentée ainsi sur la page d'accueil. Recherchez des gens dans votre école, repérez qui se trouvent dans vos classes, trouvez qui sont les amis de vos amis, visualisez votre propre réseau social. Une fois inscrit, un étudiant peut télécharger sa photographie et afficher ce qu'il souhaite transcrire de sa personnalité. Outre les cours qu'il suit, les films et disques qu'il apprécie, ses affinités politiques, les clubs dont il est membre, sa citation favorite et surtout, s'il est célibataire, en couple ou si c'est compliqué. Il peut également interpeller l'étudiant de son choix sans avoir besoin de lui écrire par le biais d'un poke. Ah, le poke, heureusement que c'est parti, ça servait à rien. Lancé le 4 février 2004, Genre c'est quoi, c'est poke? C'est juste un poke? le succès de The Facebook est immédiat. Et les trucs comme ça sur les applis de rencontre, je comprends pas. Même Grindr et les petites flammes là, genre waouh, petites flammes. Ou les petits likes sur... je sais pas à quoi ça sert. Auprès des autres élèves de Harvard. Très vite, aller sur The Facebook se transforme en réflexe. La première chose que fait un étudiant le matin, c'est consulter son profil pour vérifier si les demandes d'amis qu'il a postées la veille ont été acceptées et si d'autres l'ont demandé comme ami. Il va également changer sa photo de profil pour être plus à son avantage. Si une personne lui plaît, il va commencer par lui faire une demande d'amitié avant de commencer à flirter avec elle. Un mois plus tard, les Winklevoss et Divya Narendra intentent un procès à Zuckerberg. Let's go, le procès! Il est annulé pour raisons techniques en mars 2007. Une nouvelle plainte est déposée et la procédure fait l'objet d'un accord à l'amiable entre les différentes parties. Le 25 juin 2000... Mais comment ils ont pu prouver, parce qu'à l'époque c'était des étudiants, est-ce qu'ils avaient déjà la capacité de se dire ok, on lui propose une idée mais il faut qu'on brevette l'idée avant? Comment tu le prouves en fait que c'était ton idée originelle? Avec l'échange de messages? Ouais, mais si après... Messagerie, bah ouais, mais si après tu prouves que... Peut-être que Zuckerberg, il peut très bien dire... Non, en fait, on en avait discuté avant et c'est moi qui avais l'idée. C'est des mecs d'Harvard. Oui, j'avoue, tu leur fais pas à eux. C'est vrai. Pour les timides qui osent pas faire une phrase. Pas compris. On peut pas déposer une idée, je crois. Bah si, on peut breveter une idée, bien sûr que si. Bien sûr que si, tu peux déposer une idée. Par exemple, si demain... voilà, regardez, question. Il y a une question qu'on se posait avec Néon en ville. Si demain, il y a une boutique de donuts qui ouvre et qui s'appelle les donuts sucrés au sucre, est-ce que Billy peut porter plainte? C'est une question que je me posais. Il y a des gens qui ont la réponse ou pas? On peut breveter une idée. Bien sûr qu'on peut breveter une idée. On peut tout breveter. On est dans le capitalisme. Je devrais voir The Social Network Moufette. Mais je l'ai vu, ce putain de film, en fait! J'ai dit que je l'avais vu, c'est terrible, t'es sur le stream depuis tout à l'heure, je comprends pas qu'on me dise ça. Il veut créer une boutique de donuts. Non, mais est-ce que si une boutique de donuts s'ouvre et que la boutique s'appelle les donuts sucrés au sucre, Billy peut faire quelque chose? C'est plus compliqué que ça. Faire un bar à coquillettes à jambon.
Il a pas utilisé le même code pour les 2 sites, c'est comme ça qu'il les a douillés. OK, OK. On peut pas breveter une idée. J'ai un peu envie de l'ouvrir cette boutique. En vrai, ça serait un vrai business, hein. C'est quoi le rapport avec Rebeu des Terres? Mais c'est le principe que c'est une idée, une citation, un truc. C'est un truc abstrait. C'est-à-dire que le truc abstrait, c'est juste que Billy, tout le monde sait que Billy égale donut sucré au sucre. C'est un de ses mèmes les plus connus. Et donc, si demain, une boutique de donuts ouvre parce qu'elle a conscience que Billy est connu à tel point que les donuts sucrés au sucre, ça va devenir un mème, les gens vont être en mode « Oh là là, il y a une boutique, nanana, mais Billy ne gagne rien là-dessus », est-ce que dans une méta-capitaliste, Billy peut porter plainte parce qu'on a utilisé son mème qui lui a donné de la visibilité à lui? Quoi, c'est la question. On brevette pas une idée, on brevette une méthode. On peut breveter des idées, hein. Oui, droit d'auteur comme Nabila avec Halo. Ah ouais? Ok. Un mème n'est pas un gage de brevetage, pas du tout. Oui, mais bon, on n'est pas aux USA. Et je sais pas, je pose des questions, je suis pas Jean-Michel Droit, moi. J'essaie de comprendre un peu. Bon, allez, on continue. 2008, Mark Zuckerberg payera plus de 65 millions de dollars à ses ex-camarades de fac. À la lecture des mails échangés entre Zuckerberg et un de ses collègues étudiants pendant le mois de janvier 2004 et publiés le 5 mars 2010 dans une enquête du journal Business Insider, il est indubitable que celui-ci savait ce qu'il faisait en développant The Facebook en cachette des Winklevoss. Je déteste travailler pour d'autres, écrit Zuckerberg à son interlocuteur. Il me semble que le mieux, c'est que je finisse The Facebook et que j'attende jusqu'au dernier jour pour leur en parler. Parce que je suis supposé faire leur truc en parallèle. Pire, un message adressé à Eduardo Saverin en décembre 2003 est encore plus explicite sur la façon dont Zuckerberg a manipulé les frères Winklevoss. D'autres gens essayent déjà de faire un site de rencontre. Mais ils ont fait une erreur. Haha. Ils m'ont demandé de le faire pour eux. Alors je Pourquoi il a mis ça? les fait perdre du temps, de sorte à ce qu'ils ne soient pas prêts jusqu'à ce que The Facebook soit en ligne. Mark Zuckerberg a très vite l'idée de faire de The Facebook un phénomène mondial. Dès le Putain, il avait déjà conscience de la méta, que ça pouvait percer, qu'il allait se faire... Putain. début, il le fait Il a pré-shot, hein? héberger sur un serveur externe à l'université, le projet étant de s'ouvrir aux autres universités. Et en seulement 3 semaines, les universités de Columbia, de Stanford et de Yale adoptent à leur tour The Facebook. Dès mai 2004, le service est présent dans 74 facultés, les 100 000 utilisateurs sont dépassés. Toujours en 2004, Mark Zuckerberg rencontre Sean Parker, un entrepreneur et aventurier de l'économie du net. Parker est entre autres derrière l'aventure Napster, une application grâce à laquelle les internautes partageaient leurs morceaux préférés. Il a eu de grands succès et de grands échecs. Et il est devenu un mythe dans le monde de l'Internet. Quand Sean Parker découvre The Facebook sur l'ordinateur de la copine de son colocataire à l'université de Stanford, il en comprend immédiatement le potentiel. Putain, regardez sa tête. On dirait... Je sais pas, il me fait peur, on dirait un ARG. Il envoie un mail à Zuckerberg. Attendez, j'ai besoin de revoir sa tête. Il en comprend. Je sais pas, il est terrifiant. Pourquoi ils font tous peur à la Silicon Valley, en fait? On dirait tous qu'ils vont absorber ton âme. Immédiatement le potentiel. Il envoie un mail à Zuckerberg proposant une rencontre dans un restaurant chinois à New York. Très vite, il convainc Zuckerberg d'abandonner le vœu de The Facebook et de déménager à Palo Alto en Californie, où il va lui faire rencontrer des investisseurs qui permettront à Facebook de devenir mondial. En particulier, Peter Thiel, le cofondateur de PayPal, qui a consacré sa fortune à la constitution d'un fonds d'investissement, Clearum Capital Management, et qui mettra 500 000 $ dans ce qui va désormais s'appeler Facebook. Le 5 décembre 2006, Putain, ça allait vite, hein. Facebook devient public. Non seulement il est ouvert à tous, mais l'apparition du newsfeed, le fil d'actualité, transforme ce qui était initialement un site de rencontre en un média. C'est une véritable révolution qui va ringardiser tous les autres médias. Mark Zuckerberg en est très conscient. Une fois tous les 100 ans, les médias changent, déclare-t-il. Les 100 dernières années ont été marquées par les médias de masse. Durant les 100 prochaines années, l'information ne sera plus simplement livrée à l'individu. Elle sera partagée entre les millions de connexions qui se créent entre les individus. Rien n'influence davantage une personne que les recommandations venant d'un ami en qui on a confiance. Auparavant, nous allions chercher l'information dans un organe de presse. Désormais, elle arrive directement à nous par le biais des algorithmes qui prennent en compte ce que nous aimons. La bulle de filtrage née du système de recommandation de Facebook nous place dans un monde à notre image. Eh ouais, ils ont tué MySpace. Oula, et dans 100 ans, ça sera quoi? Putain.
Ça me fait penser à l'extrême droite, à l'alt-right et tout ça, avec la conscience que maintenant ça allait fonctionner en bulle, l'information, que la confiance se faisait vis-à-vis des individus plutôt que les médias en eux-mêmes. On y est, pour le meilleur et pour le pire. Hein. On est dans cette saucisse, hein. On y est actuellement. Construit selon nos préférences supposées. Une règle d'inférence se construit à partir de nos goûts et de nos intérêts. Twitter a dézingué Facebook. En fait, je pense que vous n'avez pas conscience que les générations n'utilisent pas les mêmes sites. Enfin, vous n'avez pas confiance. Il y a juste toi, je te parle à toi. Facebook, c'est un truc de... Il y a encore beaucoup de gens qui l'utilisent. Hein. Madaron l'utilise. Il y a encore beaucoup de Facebook. Moi, j'utilise vite fait pour parler à des gens à qui je ne peux que parler par Facebook. Mais maintenant, les autres sites ont surpassé le reste, hein, c'est sûr. Ce qui, au passage, met au même niveau d'importance une dépêche d'actualité, une vidéo de chat, la rupture d'un ami, une indignation, un gif animé, une pétition, un dessin d'humour, un extrait de film, une chanson, la page d'un site web, une vraie ou une fausse information. You are fake news. Sir, go ahead. Ce changement dans le site va occasionner énormément de critiques, mais il va aussi multiplier le nombre de vues par utilisateur et même le nombre d'utilisateurs. C'est tout à fait compréhensible. Qui ne voudrait d'un média qui lui parle d'un monde à son image? 1 an plus tard, Facebook a déjà 50 millions d'utilisateurs. Le 9 février 2009, c'est l'arrivée du bouton « J'aime ». Comme à chaque fois... Ça a mis du temps quand même, hein. 1 an plus tard? Ah non, ah ouais, putain, c'est rapide. Le 9 février 2009, c'est l'arrivée du bouton « J'aime ». Comme à chaque... Oui, il y a plein de pays où Facebook c'est la méta. Bah oui, d'ailleurs, vous savez pas que dans certains pays, les gens n'utilisent pas Twitch, ils utilisent Facebook Live, des trucs comme ça, hein. Ça dépend des utilisations des sites. Hein. Chaque fois, les usagers commencent par se plaindre, conscients des dangers psychologiques d'une telle fonction. Mais ironie du sort, ils le font essentiellement sur Facebook. Et puis leur colère se tasse. En outre, celle-ci est toujours inférieure à l'enthousiasme des autres utilisateurs. En un jour, la participation des abonnés de Facebook se multiplie par 10. Les 3 premières années, le bouton « J'aime » va être utilisé 3000 milliards de fois. Pourquoi est-ce que Facebook a si bien pris, au point d'atteindre 3,5 milliards d'utilisateurs en 2021. La moitié de l'humanité. Soit la moitié de la planète. Eh ouais. Pour plusieurs raisons. L'une d'entre elles est très simple. Nous avons envie de savoir ce que font les gens que nous aimons ou qui nous intéressent. Facebook est notre... C'est même pas qu'on en a envie, c'est que ça devient une nécessité sociale en fait. C'est comme aujourd'hui le fait de mater des vidéos Facebook pour être Eleven dans la cour de récréation en fait quand t'es gosse. C'est devenu une obligation. Il y a des strates comme ça de choses qui se rajoutent pour plein d'aspects différents, quoi. C'est de la sociabilisation. Ça devient un impératif. Média. Un média, semble-t-il, contrôlé par des gens qui nous intéressent, voire par nous-mêmes. Et parlant de choses qui nous intéressent, dont nous-mêmes. Sauf à être des sages admirables ou de très grands snobs, si on parle de nous quelque part, nous voulons savoir ce qui se dit. Et si on parle de nos amis également, voire de nos ennemis, on sait que ce n'est pas indispensable, mais on veut savoir. C'est humain. Ça s'appelle la curiosité. Facebook le sait. Ouais, et puis en fait, Facebook, des fois, t'as presque l'impression que tu vas creuser des choses que t'es pas autorisé à creuser, tu vois. T'as presque l'impression que t'es en train de hacker le jeu social en allant taper le nom d'une personne sur Facebook pour trouver ses photos de vacances et te dire « j'ai compris des choses à propos de cette personne. Je ne la verrai plus de la même manière désormais. » T'as l'impression que tu... Ouais. Pour le dire avec des mots ou des expressions célèbres, Facebook ne nous donne pas ce dont nous avons besoin, il nous donne ce dont nous avons envie. Il y a une autre raison, plus insidieuse. Facebook est d'une interaction très aisée et simplifie nombre de nos échanges au quotidien. Pour faire comprendre à un ami que l'on partage sa peine, il n'y a pas besoin de l'appeler ou d'aller le voir. Un emoji attristé suffit. C'est vrai que c'est fascinant, hein. Ça aussi, le truc d'interactivité. Pour vous dire, ma grand-mère ne sait pas brancher sa box pour avoir la Wi-Fi, mais par contre, elle sait utiliser Facebook. C'est réel aussi. C'est pour ça que d'ailleurs, dans les trucs de Silicon Valley, ce qui est recherché le plus, c'est... comment on appelle le métier déjà ? Interface utilisateur, je crois. Les développeurs d'interface utilisateur. C'est l'un des métiers les plus valorisés, c'est-à-dire les gens qui réfléchissent à la meilleure manière de rendre ça interactif, intuitif, logique pour les gens. De manière à toucher le plus de monde possible. De trouver la manière la plus facile d'avoir un design. UX, UI design, ouais, c'est ça. Pour lui montrer que même si on ne donne pas beaucoup de nouvelles, on le soutient, on like une publication ou on met un petit cœur sous sa photo. C'est un défaut humain banal, le désir de montrer qu'on est conscient de la joie ou de la peine d'un ami, sans avoir à faire beaucoup d'efforts pour ça. Ça s'appelle tout simplement la paresse.
Et cette fonctionnalité est parfaitement adaptée à des êtres humains très occupés ou pressés, comme ceux d'aujourd'hui, mais qui ne veulent pas non plus que ceux qu'ils aiment les oublient. Comme une formule chimique, les différentes raisons combinées ont produit un résultat explosif. Une fois qu'on s'est inscrit à Facebook et qu'on commence à l'utiliser, on ne peut plus s'en passer. Facebook devient une drogue. Non seulement on veut savoir ce que les autres font, si les autres nous aiment, ou si d'autres personnes aiment des personnes que l'on aime, mais on y reçoit une forme de gratification simple et rapide à nos actions. Ouais, mais la drogue, vieux man, des fois c'est bien. C'est bien la drogue, un petit pétard, voilà. Vieux man. Un petit pétard histoire voilà, de s'échapper un peu de ce monde. C'est bien quand même, non? Ça aussi, il veut toujours présenter les choses en mode oh là là, la drogue, mais du coup, qu'est-ce que ça veut dire la drogue et tout ça? On est addict, mais on est addict à tellement de choses. Je veux dire, que Internet existe ou pas, on était déjà addict à comment s'habiller pour que les gens nous perçoivent d'une manière ou d'une autre. En fait, il y a beaucoup de drogue dans la sociabilisation, c'est ça que j'essaye de dire. C'est bien d'en faire la critique de oui, c'est une drogue et tout ça, mais la sociabilité, ça a toujours été un espace de drogue, un espace d'habitude, un espace de mauvaises habitudes et de bonnes habitudes. Genre typiquement prendre une douche et fermer League of Legends de temps en temps pour aller toucher de l'herbe, bah ça peut être une bonne drogue aussi, tu vois. Oui, bref. On like un statut, quelqu'un d'autre likera le nôtre. On appelle ça la boucle de rétribution sociale. Comme l'expliquera Sean Parker en 2017, lorsque nous avons développé Facebook, le principe de base était le suivant. Comment pouvons-nous consommer le plus possible de votre temps et de votre attention? Cela signifie que nous devons à chaque fois fournir un peu de dopamine parce que quelqu'un récompensera d'un like ou d'un commentaire l'un de vos posts ou l'une de vos photos. Après quoi, vous écrirez plus de posts et posterez plus de photos et recevrez plus de likes et de commentaires. C'est une boucle de rétroaction de validation sociale. Nous exploitons une vulnérabilité dans la psychologie humaine. Les inventeurs, les créateurs, c'est-à-dire moi, Mark Zuckerberg, Kevin Systrom, toutes ces personnes, nous avons compris cela de manière consciente. En fait, ce qui est terrifiant, c'est la manière dont directement, immédiatement, c'est formulé comme une sorte de prédation psychologique. Une prédation du capitalisme psychologique. Nous exploitons une faille de la psychologie humaine. En mode, il faut hacker le cerveau pour en tirer du bénéfice. Immédiatement, c'est ce genre de métaphore. Alors que tu peux très bien le présenter en mode, bah oui, c'est la psychologie humaine. Donc on pourrait très bien créer un site qui permet d'accentuer, de faciliter certains échanges et tout ça. Non, c'est vraiment, nous avons des cibles, nous allons vraiment essayer de trouver la faille pour les attaquer dans leur psychologie. Mais comment veux-tu donner autre chose que l'impression que ce genre de site et ce genre de gens te veulent du mal, en fait? La vérité, c'est qu'ils te veulent du mal. Je pense que les gens dans la Silicon Valley doivent être profondément cyniques. C'est pour ça que quand ils prennent des vacances, ils éteignent leur téléphone et ils vont faire du yoga dans le désert, en fait. Parce qu'ils ont tout à fait confiance de la violence de ce que les gens qui créent ce genre d'app font, en fait. Et nous l'avons fait quand même. Sean Parker n'est pas le seul à le dire. La même année, ce sera un ancien employé de Facebook qui l'expliquera en interview. Nous avons créé des instruments qui détruisent la société, dira Shamat Palihapitiya. Sur Facebook, nous sommes récompensés de nos efforts dans un temps très court. Et ce que nous obtenons, c'est une popularité massive mais fausse. C'est une récompense à court terme, qui laisse l'utilisateur encore plus vide qu'il ne l'était précédemment. Terrifiant. Mark Zuckerberg ne va pas s'arrêter en si bon chemin. Il rachète Instagram en 2012 et WhatsApp en 2014, étendant ainsi son empire numérique. Mark Zuckerberg possède 24% des parts de sa société. Il détenait à 23 ans le titre de plus jeune milliardaire de la planète. Sa fortune sera estimée début 2022 à 120 milliards de dollars. Putain, 23 ans, moi je touchais la bourse, et là j'ai 26 ans et je touche même pas le SMIC en stream, hein. C'est terrible. Il atteignait alors la 5e Qu'est-ce que je fais de ma vie? place sur la liste Forbes des milliardaires du monde. Mais alors même qu'il devenait plus riche et plus puissant, tout au long de ces 10 dernières années, Mark Zuckerberg a été également de plus en plus critiqué au point de générer une vaste, profonde et semble-t-il inentamable antipathie. Non mais en fait on dirait qu'il a perdu ses sourcils en même temps qu'il a perdu la sympathie des gens. C'est lié physiquement, il y a un phénomène qui fait qu'il perd des poils de ses sourcils quand les gens l'aiment pas. Mission locale, est-ce que je le ratio? T'as eu la mission locale toi, Pazou? T'as été à la mission locale toi? On avait peut-être discuté, je sais plus. Moi j'ai été à la mission locale. Quel enfer. En vrai ça va, une fois que t'as passé le seuil de espèce de formation à la con là, ça va, c'est capable. À 23 ans je touchais des bourses, attends quoi?
Ah oui, je vois, c'est une blague homosexuelle. Toi, sur Facebook, t'aurais fait fureur aussi. On rappelle que la devise de Google, c'est Don't be evil. D'accord. Avant 2010, personne ne savait trop qui était Mark On Zuckerberg. a discuté, mais les rendez-vous flicailles, c'était chiant. Les rendez-vous flicailles? Ah oui, genre en mode, ils te fliquent pour savoir si t'as fait un stage et tout ça? Bah ouais. Et tu peux les gratter. En fait, ce qu'il faut faire quand t'as une mission locale comme ça, c'est taxer un maximum de stages qui n'ont aucun sens auprès de tes proches. Genre, ok, il y en a un, il a un cabinet de dentiste, et bah 2 semaines de stage dans un cabinet de dentiste où en fait tu viens juste une fois, quoi. Et quoi penser de lui? Le film The Social Network, réalisé par David Fincher sur un scénario de Aaron Sorkin, a tout changé. Le film commence dans un bar du campus de Harvard par une conversation déplaisante entre Mark Zuckerberg et son premier amour, Erica Albright. Dans la séquence, Zuckerberg est montré comme un jeune homme imbuvable et obsédé par la réussite. Il dit à Erica qu'en sortant avec lui, elle pourra rencontrer des gens auxquels elle n'aurait jamais eu la chance de pouvoir accéder sans lui. « Je crois qu'il vaut mieux que nous restions amis », lui dit Erica. Voilà, bien envoyé. « Je ne veux pas d'amis », répond Mark. « C'est une formule de politesse », réplique Erica. « Je n'ai aucune intention de rester ami avec toi. » Et oui, robot, essaye de comprendre les formules de politesse. Avant de partir, elle ajoute « Tu vas être hanté toute ta vie par l'idée que les filles ne t'aiment pas parce que tu es un nerd. C'est faux. Elles ne t'aiment pas parce que tu es un connard. » Et oui. It'll be because you're an asshole. Il faut le dire à plein de gens, il faut le crier sur la place publique, il faut le rappeler à JDG. Après JDG ça va, mais des fois c'est un connard quand même. Précisons quand même que non seulement toute cette scène est imaginaire, mais que le personnage d'Erica Albright lui-même n'existe pas. Il est lointainement inspiré par cette jeune femme totalement inconnue, sur laquelle Zuckerberg avait simplement écrit la phrase « c'est une pute » à 20h13 avant de se lancer dans la création de son Face Match. La dernière scène du film, où Zuckerberg parle avec une de ses avocates, est totalement imaginaire elle aussi. Non mais en fait la haine des femmes, ça rend tellement créatif. En fait je retire tout ce que j'ai dit sur les incels. Je vais commencer à me créer un compte là sur Reddit et à poster mes meilleurs threads pour dire que les femmes sont des putes. Et d'un coup une idée sublime va me venir et je vais faire un site de fou. C'est comme ça que ça marche en fait. Dans celle-ci, l'avocate lui explique qu'il doit payer les Winklevoss, Divya Narendra et également Eduardo Saverin, son vieil ami et cofondateur de Facebook, que Zuckerberg a arnaqué en absorbant la société initiale dont il était le premier actionnaire dans une plus grosse société où ses parts ne représentent plus rien. Si jamais le procès passait aux assises, Zuckerberg perdrait nécessairement aux yeux du jury parce qu'il n'est pas assez sympathique. Zuckerberg se défend d'être un sale type. L'avocat lui reparle de son blog où il expliquait son projet de comparer les filles de Harvard à des animaux de la ferme. Zuckerberg acquiesce et accepte de payer. Après Ah ouais, c'est ok, il a cédé comme ça quoi. Il a dit ah oui merde, je suis un connard. le départ de l'avocate, Mark Zuckerberg se rend sur la page Facebook d'Erica Albright et lui fait une demande d'amitié qu'elle n'accepte pas. Et il rafraîchit répétitivement la page en espérant que celle-ci finisse par l'accepter. On entend dans la bande-son une chanson des Beatles, Ah, je me rappelle, c'est la fin du film ça. faite dans ce contexte, Baby You're a Rich Man. À propos de The Social Network, Matt Coller, ex-employé de Facebook, dira C'est un film, oui c'est fictif, mais alors putain, j'ai pas le droit d'apprécier le putain de la vidéo de vieux man, vous me laissez tranquille. l'aspect le plus fictif de ce long métrage est cette idée selon laquelle Mark De toute façon, en fait, faut comprendre un truc, les grands milliardaires, les millionnaires, les trucs comme ça, il y a un stade où c'est plus des êtres humains, c'est des mythes pour la population générale. Quand on fait sur un film sur eux ou un roman qui raconte des choses fausses, il y a toujours une part de vérité. Parce qu'au final, on les connaît pas, ces gens-là. Ils sont toujours trop loin de nous, en fait. Il y a du mythe, en fait. J'ai le droit de constater le mythe ou juste... ah non, c'est un film où, moi, Zuckerberg, je l'ai vu chier dans un aéroport. Non, c'est... aurait créé Facebook parce qu'il voulait impressionner cette fille. C'est vrai. Si la misogynie du jeune Zuckerberg est évidente, rien ne permet de dire que ce soit un amour déçu ou perdu qui motivait son entreprise. Ce qu'on peut dire en revanche, c'est qu'il n'a eu strictement aucun scrupule à trahir les personnes qui lui faisaient confiance ou qui se croyaient ses amis. Zuckerberg n'est peut-être pas un sale type. Ce n'est certainement pas à nous d'en juger, mais c'est sans doute un arnaqueur. Mark Zuckerberg est la forme nouvelle, technologique, prise par la figure américaine par excellence. Celle qui domine absolument toute l'histoire du capitalisme, au point d'en devenir une règle de la réussite économique et sociale. Zuckerberg s'est enrichi en arnaquant les Winklevoss, Narendra, Saverin,
et au bout du compte, en arnaquant la moitié de la planète en leur offrant Facebook. Parce que soyons honnêtes, on peut légitimement considérer Facebook comme la plus grande arnaque en ligne jamais réalisée. Ouais. Est-ce qu'on peut vraiment dire que Facebook est une arnaque? Mais une arnaque... En fait, le problème de ce qu'on appelle une arnaque... Désolé, vieux man. Le problème de ce qu'on appelle une arnaque, c'est que quand tu as une... En fait, c'est comme quand tu as un problème et une solution et une arnaque. En fait, tu as un problème. Tu as une solution qui convient. Et tu as l'arnaque. Qui n'est pas une solution au problème, mais qui est une solution pour profiter de celui qui a un problème. Et ça veut dire qu'il y a une solution qui doit exister. C'est quoi la solution à Facebook qui ne serait pas une arnaque? C'est quoi? Je sais pas si on peut appeler ça une arnaque. Sous quel... Je sais pas en fait. Si vous faites la plus grande arnaque d'internet. Oui, c'est vrai. La plus grande, non. Mais en fait, je vois pas pourquoi. Pourquoi appeler ça forcément une arnaque? Les soupes dans le quartier, elles sont gratos. Fermez-la. Qu'est-ce qui fait de Facebook une arnaque? Ben oui, je comprends pas pourquoi. Pourquoi il a forcément besoin de dire que c'est une arnaque? C'est son storytelling, hein, c'est vieux man. Hein. Il veut exciter les boomers de Facebook, justement. Mais bon, qu'est-ce qui fait de Facebook une arnaque? Bah oui, la Léa qui est grande. C'est quoi le rapport, putain? Mark Zuckerberg était notoirement mécontent de son image montrée dans le film de David Fincher. Il se doutait évidemment de ce qui suivrait. Après The Social Network, les gens ont commencé à se méfier de lui. Eh oui. Et ses apparitions ont fait l'objet de plus en plus de critiques. Précédemment, on avait de lui l'image d'un nerd, et même d'un type plutôt timide et mal dans sa peau. Après le film, à l'instar de la jeune femme imaginaire qui apparaît dans la première séquence, on le perçut surtout comme un connard. Par rapport à ça, comme à chaque fois qu'il sera ensuite sous le joug de critiques publiques, Mark Zuckerberg fera du damage control. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il ne sera jamais particulièrement doué pour ça. Prenons par exemple son passage au séminaire high-tech annuel. Non mais, attendez, juste, désolé. Il a arnaqué le concept. Oui, il a arnaqué plein de gens pour essayer de faire pousser son site et de le faire monter en bourse. Mais en termes d'utilisation, pourquoi c'est une arnaque pour chaque personne qui se connecterait à Facebook et l'utiliserait? C'est quoi l'arnaque? L'arnaque, c'est quoi? C'est que tu pourrais très bien aller boire un café avec les gens pour discuter avec eux. Ah oui, mais le site est très utile aussi pour faire plein d'autres choses. Genre communiquer avec ton daron qui habite à 2000 km, c'est aussi très très bien. Pourquoi c'est forcément une arnaque? Je suis pas d'accord avec ça. Une arnaque parce qu'on cherche dans les réseaux sociaux du social alors qu'on s'y enferme. Ouais, c'est une bonne manière de le formuler, mais est-ce que tout le monde a cette utilisation de Facebook? Je suis pas sûr. Il y a des gens très très sociaux qui sortent beaucoup et qui ont Facebook et qui l'utilisent. Et tu vois, prends la tête à réfléchir. Mais c'est le principe de la vidéo de vieux man, littéralement c'est un essai de réflexion. Il est littéralement, il fait la même chose en fait. C'est intéressant de réfléchir justement. L'arnaque, c'est qu'ils utilisent les données personnelles. Alors là, je suis plus d'accord. Il arnaque notre état psychologique. Mais peut-être qu'il va y venir du coup. Sur les données personnelles et tout ça. L'arnaque, c'est vendre tes données aux publicitaires. Oui, ok. Ça m'a convaincu. D'accord. All Things Digital, le 10 juin 2010, où il est interviewé par Walt Mossberg et Kara Swisher. Mark se montre incapable de répondre à cette remarque de Walt Mossberg. La perception du public, c'est que vous voulez rendre l'information des gens visible sur tout Internet, à moins qu'ils ne fassent tout un tas d'actions compliquées pour l'en empêcher. Mark Zuckerberg se met alors à suer à grosses gouttes et à s'empêtrer dans des phrases embrouillées qui n'ont presque pas de sens. You know, a lot of stuff happened along the way. I think, you know, there were real learning points and turning points along the way in terms of building things. Ouais, en fait, l'arnaque, c'est que on a l'impression qu'on va sur le site pour avoir le loisir de partager des informations et qu'elles nous appartiennent. Mais en fait, le principe même du site, c'est que c'est gratuit précisément parce que toute information que tu y partages ne t'appartient plus, mais appartient à tout le monde. Et surtout à ceux qui savent s'en servir. À savoir les compagnies d'assurance, les pubs et tout ça. C'est ça. J'ai compris. Et c'est pour ça qu'il est en train de suer. C'est ce que la question suggère. Évidemment, cette remarque de Walt Mossberg était tout sauf illégitime ou absurde. Évidemment, Mark Zuckerberg a voulu rendre les données des gens visibles sur tout Internet. Et si celui-ci est devenu multimilliardaire, ce n'est pas uniquement parce que de plus en plus de gens se sont inscrits sur son site. C'est aussi parce que des marques comme Nike ou Vuitton
ont été convaincus que Facebook était le lieu idéal pour toucher une clientèle choisie, analysée, catégorisée. Comme le dira Sheryl Sandberg, la directrice des opérations de Facebook, les hommes de marketing en ont toujours rêvé et nous l'avons fait. C'est vous-même qui vous retrouvez à vendre des choses à vos amis. Toujours dans son enquête de 2010, Business Insider avait publié cet échange très symptomatique entre Zuckerberg et un de ses collègues de Harvard, à l'époque de la création de The Facebook. Si tu as besoin d'informations sur qui que ce soit à Harvard, demande-moi. J'ai plus de 4000 mails, images, adresses. Quoi? Comment as-tu fait? Les gens les ont postés. Ils me font confiance. Cette bande de cons. Ah ouais, putain, ouais, c'est violent. Oui. Zuckerberg a bien traité les étudiants de... Et c'est vrai qu'en plus, lui, il a accès à tout, quoi. Enfin, je veux dire, c'est littéralement le créateur de Facebook. Ça veut dire que si il veut trouver le MP où t'as dit que ta sœur était grosse, il peut le retrouver et le donner à ta sœur, quoi. C'est vraiment, il est tel un aigle au-dessus de la planète Terre, quoi. C'est tout. Harvard qui se sont inscrits sur The Facebook de dumbfucks, une bande de cons. Hélas, on ne peut pas lui donner totalement tort. Facebook n'a cessé de faire évoluer sa charte et les règles de respect de la vie privée de façon toujours plus opaque et difficile à suivre. Et même si de nombreux utilisateurs s'en sont plaints, bien peu sont ceux que ce mécontentement a poussé à quitter la plateforme. Ils se sont en général plaints sur Facebook avant de recommencer à poster. Malgré tout, et même si tout leur prouvait le contraire, ils ont continué à faire suffisamment confiance à Mark Zuckerberg pour ne pas quitter leur plateforme préférée. Dumbfucks. Et si cette naïveté n'est pas surprenante concernant des personnes qui utilisent Facebook pour poster des photos de leurs enfants ou de leurs chats, et qui n'ont pas spécialement de raison de se méfier du média qu'ils utilisent, elle l'est bien davantage pour des penseurs, des artistes ou des activistes politiques. Or, comme le remarque Wu-Ming dans son ouvrage Q comme complot, la présence sur Facebook des intellectuels et des personnes politiquement engagées a toujours été curieusement acritique. Acritique? Genre, qui n'est pas critiqué? Qui n'est pas... Ah putain, on en vient à la side. Est-ce qu'il faut être streamer? Alors que dans la tradition activiste ou contre-culturelle... Putain, c'est vrai que moi, si jamais je décide de m'engager dans un truc politique un peu plus radical, putain, il y a des milliers et des milliers d'heures de moi qui stream, quoi. C'est terrible. La première notion explorée était la création de nouveaux médias qui puissent éviter l'écueil des relais traditionnels de l'information. Beaucoup d'activistes se sont mis à évoluer sur Facebook comme s'ils étaient dans un espace neutre. Dumbfucks. Le problème lié à l'utilisation par Facebook de nos informations personnelles va évidemment beaucoup plus loin que le seul usage publicitaire ou commercial. Je me sens tellement comme un pigeon bisounours et tellement naïf quand je vois ça. Ouais, mais après... En fait, c'est bien d'en faire un constat, mais après, c'est à une telle échelle qu'on parle d'une structure. Toi, en tant qu'individu, c'est peut-être dégoûtant et répugnant de se dire qu'il y a une structure comme ça qui plane au-dessus de toi et qui te sert de l'information de tout le monde. Mais rappelle-toi que t'es quand même une personne parmi 4 milliards d'individus qui utilisent Facebook. Tu restes à cette échelle-là. T'as pas besoin de trop t'en vouloir. C'est bien de se représenter les choses, mais... faut juste se demander quelle utilisation tu fais du réseau social. Est-ce que ça te rend malheureux, malheureuse ou pas? Ainsi, comme Julian Assange... Tu veux t'engager où? Bah, je sais pas, moi j'ai vu Pazou que s'engager c'était un truc qui te rend dépressif, donc je préfère streamer, je t'avoue. Dira dans un entretien le 2 mai 2011, Facebook est la machine d'espionnage la plus épouvantable qui ait jamais été inventée. Nous y trouvons la base de données la plus étendue sur les gens, leurs relations, leurs noms, leur adresse, leur localisation, leur communication avec d'autres, leurs proches. Et en 2013, Edward Snowden révélera que Facebook, Google, Yahoo et Microsoft ont tous donné toutes sortes d'informations à caractère privé à la NSA. Chacun devrait comprendre que quand ils ajoutent des amis sur Facebook, ils accomplissent un travail gratuit pour les agences de renseignement américaines. Ils bâtissent une base de données à leur intention. Par exemple, la CIA utilise Facebook pour rechercher des réseaux d'amis de personnes soupçonnées de dissidence. Il leur suffit de parcourir la section amis de Facebook. Elle leur fournit rapidement et facilement une liste de qui est ami à un moment donné avec la personne suspectée. La dimension intrinsèquement dangereuse de Facebook, à savoir la manipulation politique, connaîtra un épisode particulièrement significatif en 2018 avec son plus célèbre scandale, celui de Cambridge Analytica, exposé par le lanceur d'alerte Christopher Wylie. Vous vous en souvenez? Tout commence par une application Facebook développée par un professeur de psychologie établi à San Francisco. Je me souviens pas du tout de cette affaire, moi. J'en ai peut-être entendu parler, mais... Alexander Kogan. C'est un test de personnalité, mais qui demande aux participants une grande quantité d'informations intimes, de préférences politiques et sociétales.
270 000 internautes vont y participer. L'application ne se contente pas de récupérer leurs données, mais accède à celles de tous leurs amis, soit un total de 47 millions de profils. Au début de l'année 2014, l'application change subrepticement de catégorie et passe de recherche à business. Alexander Kogan est alors contacté par Cambridge Analytica, qui lui rachète la totalité de ses informations. Non. Le but ? Exploiter ces données pour favoriser la campagne de Donald Trump à travers des publications ciblées. Cambridge Analytica a donc pu ainsi jouer sur les goûts ou les craintes de 47 millions d'utilisateurs afin d'orienter leur vote. Le scandale Cambridge Analytica entraînera l'épisode le plus étrange dans le récit des tentatives de Mark Zuckerberg pour faire du damage control. C'est le moment où celui-ci a dû témoigner devant le Sénat en 2018 et où il a été plus maladroit que jamais. En fait, c'est ça qui est terrifiant aujourd'hui avec l'information. C'est que t'es là, t'es un Américain paumé dans ta campagne, t'allumes ta télé et tu t'entends Trump et t'as l'impression que Trump te parle. Mais en fait, c'est toi qui as déjà parlé à Trump. Et c'est pour ça qu'il te parle. Tu as déjà donné l'information qui permet à Trump de donner la sensation qu'il te parle. Et maintenant, la politique, ça va être quoi? Ça va être simplement jouer sur les créneaux, sur les trucs, les informations que tu as déjà données. Et ça va juste s'adapter. Il n'y a pas de projet, juste une adaptation. Et Macron, c'est le même produit. Macron, c'est vraiment le même produit. C'est un produit qui avance masqué en essayant de s'adapter à ses curseurs jusqu'à ce que ça craque, jusqu'à ce que la supercherie soit révélée. Mais en attendant, Macron, il essaye quand même de s'adapter à ses curseurs. Mais Macron a l'air beaucoup plus... En fait, c'est bien pour se faire élire. J'ai l'impression que ça suffit pas. J'ai l'impression... L'exercice du pouvoir, bon, commence à te... L'exercice du pouvoir... En fait, j'ai presque l'impression que avec des technologies comme celle-ci de nos jours, l'élection en tant que telle, l'idée même d'élection et de campagne et de communication, elle est pourrie. Comment tu fais en fait? Comment tu fais pour savoir si les gens sont honnêtes? Vu que les gens peuvent déjà avoir l'information de savoir ce qui toi, que t'aimerais entendre toi. Zuckerberg... Elle est bien sa vidéo à vieux man, elle me rend boumeuse doumeuse. C'est alors excusé comme un étudiant pris en faute. Il était de nouveau le jeune homme de Harvard qui avait hacké le trombinoscope des différentes résidences. Il a dit que c'était une erreur et qu'il ne recommencerait pas. Mais personne n'a semblé lui faire confiance. Merci Frank Zappa pour l'abonnement, merci beaucoup. Un sénateur lui a même demandé s'il serait d'accord pour révéler le nom de son hôtel. Mais Mark Zuckerberg s'y est refusé. Il a répondu qu'il n'en avait pas envie. Il désirait protéger sa vie privée. No. If you've messaged anybody this week, would you share with us the names of the people you've messaged? Senator, no, I would probably not choose to do that publicly here. Ouais, c'est chacun pour quoi? C'est chacun pour soi, quoi. Chacun protège son information comme il peut. C'est pour ça que je vous dis, les gens de la Silicon Valley doivent être profondément cyniques sur... En fait, t'es une proie. À partir du moment où tu utilises les services que tu participes à développer, t'es une proie pour l'entreprise, en fait. That may be what this is all about. Your right to privacy. À cette époque, un mème circulera MDR. comparant le visage de Mark Zuckerberg et celui de l'écrivain fantastique. Putain, c'est vrai qu'ils se ressemblent. J'avais jamais fait le lien, mais ils se ressemblent beaucoup. Howard Philip Lovecraft. Au-delà de son caractère humoristique, cette idée est intéressante. Les récits les plus importants de Lovecraft partent tous d'une base générale qui est la fragilité des constructions humaines par rapport au chaos de l'univers. Un grand nombre de récits de Lovecraft décrit des hommes découvrant les grands anciens, ces dieux monstrueux qui étaient initialement les maîtres de ce monde. Le plus fameux est Cthulhu, une créature extraterrestre endormie depuis des millénaires dans une cité engloutie sous les flots de l'océan Pacifique. Lorsque Cthulhu se réveillera, il ne fera qu'une bouchée de l'espèce humaine. Seule notre ignorance de tels êtres nous préserve de la folie. Non mais c'est incroyable comme vidéo quand même. On est passé de Lovecraft à Bloodborne. C'est incroyable la méta, mais vieux man, vieux man quoi. Pourquoi il arrête ce putain de format? C'est génial. Facebook, tel que Zuckerberg l'a conçu, est également une sorte de Cthulhu. C'est un monstre tentaculaire qui se nourrit de notre humanité mais transforme progressivement le monde dans lequel nous vivons en un endroit plus froid et menaçant
dénué de toute compassion et de tout souci d'égalité. En 2014, lors d'un Q&A dans les bureaux de Facebook, Mark Zuckerberg avait fait cette réponse magnifiquement maladroite à la jeune Melissa Gomez. Vous devez vous rappeler que vous devez vous concentrer et ne pas laisser des choses vous ennuyer au point de vous distraire. Mais ces choses vont vous distraire parce que vous êtes humain. Et j'étais humain. Je suis humain. Mais je veux dire, c'est parce que je parlais de moi au passé, pas parce que je ne suis plus humain. But it is going to bother you because you're human, and I was human. I am human. Ça pourrait s'arrêter Ouais, trop bizarre. là et ce serait déjà suffisamment consternant. Waouh. Mais malheureusement, Mark Zuckerberg ne va pas s'arrêter là. Pour lui, c'est quoi? C'est un Eldritch, un dieu, je sais pas. Le 28 octobre 2021, Mark Zuckerberg annonce officiellement que Facebook est renommé Meta. Mais putain, mais moi, ça m'aurait rassuré de voir Zuckerberg chier dans un aéroport, justement, pour savoir qu'il a un trou du cul à ce stade, quoi. C'est quoi? C'est une entité volatile, hein? C'est un hologramme? Il explique alors qu'il compte dédier une large part de son activité à l'élaboration d'un métaverse nommé Horizon Worlds. Avec celui-ci, Zuckerberg dit vouloir créer l'avenir du réseau social. Cependant, contrairement à ce qu'il semble croire ou vouloir nous faire croire, il n'innove pas du tout. Non mais les reptiliens aussi, ils ont des trous du cul. Arrêtez avec les reptiliens, putain. Les reptiliens, c'est bien, ça a été une méta pendant un temps, mais certes, mais les reptiliens doivent manger et chier aussi. D'ailleurs, les reptiles, ils font des petits cacas, ça ressemble au caca des souris. C'est un peu tout dur, c'est tout fin et tout. Voilà, enfin, je veux dire, c'est bien, les reptiliens, ils ont besoin de chier. Et rien que pour ça, c'est pas fou, quoi. Il recycle. Zuckerberg se contente de reprendre... D'ailleurs, les Eldritch dans Lovecraft, est-ce qu'ils font des méga caca stellaires? Parce que c'est bien, on parle de beaucoup de choses dans Lovecraft, mais est-ce que les dieux anciens, ils font des méga caca? Ils se flottent dans l'espace Le vieux rêve du deuxième monde, le monde virtuel, qui apparaissait déjà dans les jeux en ligne ou les simulateurs de monde, voire dans les films Existence de David Cronenberg, Matrix des sœurs Wachowski et la série Wild Palms de Bruce Wagner, voire, encore auparavant, dans le roman Simulacron de Daniel Galouye, adapté en téléfilm par Rainer Fassbinder, sous le nom Le Monde sur le fil, en 1973. Même le nom de Metaverse est précédemment apparu dans une fiction, Le samouraï virtuel de Neil Stephenson, en 1992. Ah, c'est ça le roman dont tu parlais, Alia. Comme on le sait, aucune de ces fictions ne fait l'apologie du monde virtuel, bien au contraire. Elle nous informe du danger qu'il constitue pour l'avenir de l'humanité. Mark Zuckerberg présente, lui, ce monde virtuel comme une utopie. Cette réorientation, qui coûte à l'entreprise Facebook plus de 13 milliards de dollars en 15 mois... Non, regardez, c'est Cette réorientation, qui coûte à un robot à côté d'un robot. l'entreprise Facebook plus de 13 milliards... Je suis en train de me dire, mais ouais, mais en fait, là où j'ai envie de relativiser, c'est que si quelqu'un n'avait pas fait le métaverse à part Zuckerberg, bah... non, pardon, je reformule. Si Zuckerberg n'avait pas fait le métaverse, d'autres gens l'auraient fait. Vu que la science-fiction en a parlé. En fait, le problème, c'est que c'est un peu la contradiction de la science-fiction. La science-fiction te raconte une dystopie, mais te donne l'idée même de ce qui pourrait rendre le monde dystopique. De l'idée même d'une technologie qui pourrait exister. Et si l'auteur pense à ça, c'est qu'il n'est pas le seul à avoir supposé que ça puisse exister. Donc si l'idée existe déjà, et si on montre qu'elle est mauvaise, reste que mauvaise ou pas, l'idée existe. Donc tu popularises l'idée. Si l'idée est si dangereuse, est-ce que Zuckerberg ou pas, des gens l'auraient fait? Bien sûr que des gens l'auraient fait. Après oui, ça fait bader que ça soit Zuckerberg qui l'ait fait. Moi, mon avis sur les technologies, c'est qui les fait et à quelle fin. Vraiment, je pense qu'il faut pas... C'est pour ça que j'essaye de relativiser. Vieuxman, en tout cas, il dresse un portrait très dystopique et il a raison de le faire. Mais là où j'essaye de relativiser, c'est que un monde où des valeurs, je sais pas moi, pas celles de la Silicon Valley, pas celles du capitalisme néo-capitaliste acharné, de vouloir tout rentabiliser à tout prix, il est tout à fait possible de développer des outils de cette nature, mais pas pour les mêmes raisons, pas pour les mêmes fonctions. Faut pas être juste con et anti-technologie. Il faut avoir conscience que ça dépend de qui l'a entre les mains et qui va la développer dans quel sens ou dans tel autre sens. Le métaverse, c'est pas la pire des idées. Ça dépend de ce à quoi ça sert. Je veux dire, le métaverse, ça peut être très très bien pour des gens qui peuvent pas trop sortir de chez eux, qui ont envie de flâner dans un monde nanana. Ça dépend.
Regarde la vidéo de Monsieur Phi sur GPT-4, c'est une dinguerie. Ok. Ça existait déjà avant Meta, les cases verts existaient, les chatrooms existaient également, il a juste surnommé ça Meta. Oui, mais après, il y a le côté un peu boomer de Vieux Man, c'est de pas se rendre compte que le phénomène existait déjà et que tout le monde le savait à partir des Uganda Knuckles sur VRChat. Moi, VRChat, je connais ça depuis des années et des années. Et VRChat, je trouve que c'est un truc très geek, très bizarre, très marginal, quand bien même c'est des bourgeois qui se payent un casque de VR. C'est vraiment très bizarre VRChat. Mais le potentiel existe déjà sur un lieu comme celui-ci. Et d'ailleurs, VRChat a l'air mieux foutu que le métaverse qui risque de sortir. De dollars en 15 mois est extrêmement risqué. Un an plus tard, l'engouement public n'est toujours pas au rendez-vous et le nombre d'utilisateurs ne franchit pas le millier. Il n'y a que 200 000 visites par mois contre un objectif initial de 500 000. Même les employés de Meta, de leur propre dire, n'aiment pas aller sur Horizon Worlds. L'action Meta a perdu les 3/4 de sa valeur en bourse en 2 ans. Second Life, t'as pas connu le phénomène? Non, j'étais trop jeune en vrai pour m'intéresser à ce genre de jeu. Et en vrai, j'aurais pu, mais à l'époque, moi, je jouais à Dofus. En fait, faut comprendre que j'étais terminali Dofus, voilà, c'est tout. Zuckerberg a perdu presque 100 milliards de dollars. En un an, il est passé de 5e fortune du monde à 15e, avec 67 milliards de dollars. Fait. Plus étonnant, à partir de l'apparition de Meta, Facebook a également commencé à perdre des utilisateurs, 4 millions en 2022. Ah ouais. C'est un fait absolu. Oui, après c'est aussi parce que le site, il a beaucoup de concurrents et il sert plus à grand chose dans ses fonctions. Nouveau dans son histoire. La société a perdu 36% de son bénéfice net par rapport à 2021. 6,7 milliards de dollars en 2022 contre 10,4 en 2021. En novembre, Meta doit même licencier 11 000 employés, ce qui représente 13% de la masse salariale. Les risques d'une accélération de la chute sont considérés comme importants parce que les utilisateurs de Facebook vieillissent et ne se renouvellent pas. La jeune génération ne s'y intéresse pas, elle lui préfère TikTok, une application chinoise lancée en 2016 qui a conquis plus d'1 milliard d'utilisateurs en 5 ans. Putain, mais moi je veux voir des TikTok de vieux man qui dansent. C'est au point où YouTube ou Instagram essayent désormais de copier son principe de vidéos très courtes. Facebook est devenu communément le site des parents ou le site des boomers. Ok, boomer. On trouve déjà des commentateurs qui parlent du site de Mark Zuckerberg comme d'un réseau social mort, un réseau social zombie. Mort, je dirais plutôt voué à mourir. Mais pas très respectueux de dire zombie. On sait très bien que tous nos vieux boomers gilets jaunes sont organisés sur Facebook. Et rien que pour ça, respect, quoi. Il est bien trop tôt pour en être certain. Demain, peut-être Mark Zuckerberg trouvera un nouveau truc pour relancer son site. Mais si Facebook ne devait pas se relever de cette aventure, ce ne serait que justice. Et en attendant la mort des réseaux sociaux, on peut déjà souhaiter celle de Facebook. Pourquoi? Parce que Facebook nous aura fait beaucoup de mal. Beaucoup, beaucoup de mal. Ouais, mais les autres sites font pas mieux. Ce que Facebook aura fait de plus moche, ce n'est même pas le détournement des données à des visées commerciales ou même politiques. Ce que Facebook aura fait de plus moche, c'est détruire consciemment et par intérêt des sentiments humains nobles, comme l'affection, la tendresse, le respect ou la confiance que nous portons aux autres. En fait, là où il a raison, c'est que est-ce qu'on peut reprocher aux autres sites d'avoir suivi le train que Facebook a mis en route? Parce que peut-être que les choses se seraient pas... Peut-être qu'on n'aurait pas les mêmes sites et les mêmes manières d'utiliser ces sites. Facebook n'avait pas existé. Parce que pour concurrencer Facebook, il a fallu se mettre à son niveau de bâtardise. Pour faire pareil. La méta a été lancée à partir de là. Et après, moi, je vis toujours avec l'idée que de toute façon, Facebook ou pas, quelqu'un aurait fait la même chose. Avant Facebook, on avait déjà JVC. Oui, mais JVC, bon, calme-toi. Je pense pas que les rails sont sur un dossier de la DGSI, tu vois. Peut-être, hein. J'imagine que si, mais... Pas abuser, c'est pas de la même ampleur que Facebook. Facebook, c'est machinalement prévu pour aspirer tes données et s'en servir. Les profits de Facebook sont en méga hausse au premier trimestre. Okay. D'autres. Bien entendu, les intentions déclarées par l'entreprise étaient bonnes et du reste, répondaient à d'authentiques besoins. En tant qu'humains, avait déclaré Mark Zuckerberg, nous analysons le monde autour de nous à travers les gens et les relations de notre entourage. Donc, à la base, nous essayons de répartir toutes ces relations de confiance, ce que nous pourrions appeler la plupart du temps des amitiés.
Le journal Wired renchérissait. Mark Zuckerberg envisage un web plus humanisé, plus personnalisé, dans lequel notre réseau d'amis, de collègues et notre famille sont nos premières sources d'information. Selon sa vision, nous nous reposerons sur ce graphe social pour trouver un médecin, le meilleur appareil photo ou quelqu'un à embaucher. Mais ne voyons-nous pas que ce graphe social interprète bien moins le principe de l'amitié qu'il ne le détourne de sa signification initiale? On ne devient pas ami avec quelqu'un pour trouver un médecin ou le meilleur appareil photo. On peut choisir de prendre un médecin ou un appareil photo parce qu'un ami nous l'a conseillé. Mais poser une équivalence entre devenir ami avec quelqu'un et s'enquérir auprès de lui du meilleur médecin ou du meilleur appareil photo est une instrumentalisation de ce qui fait la beauté et même le caractère sacré de l'amitié. C'est quoi? La rencontre fortuite, le fait de l'inattendu, la surprise? À savoir qu'on ne doit jamais rien attendre de ses amis, à part la joie de les aimer et d'être aimé en retour. Ah, c'est bien vrai. Putain, vieux man, ça doit être un bon ami, lui. Cela n'a rien de surprenant si l'on pense que Mark Zuckerberg est un homme dont le jeu préféré lorsqu'il était enfant était Risk, et qui, étudiant à Harvard, n'a pas hésité à trahir la confiance que lui faisaient ses collègues et ses amis pour réussir. La vision de l'amitié à l'origine de Facebook est entièrement intéressée. Elle est de l'ordre du calcul. Être désintéressé. Ouais, mais en fait, c'est bien gentil, mais tu vois, Aléa, par exemple, des fois, j'aime bien te parler gentiment parce que je sais que tu feras la vaisselle. Ce n'est pas tout. Quand on va sur Facebook, on ne s'intéresse évidemment pas seulement à ce que les autres publient. En plus, c'est faux. Je dis ça parce que... en vrai, c'est faux. J'y pense. Non, très sincèrement, non. Aléa, non, en vrai. Et ça marche? Bah, des fois, oui. Non, mais... je te jure que... non, j'ai vraiment jamais consciemment pensé à un truc comme ça. C'est même pas une blague. Non, c'est même pas une blague. C'est juste que mon esprit pervers m'a fait créer un lien entre... Pardon, mais je pense pas comme ça. C'est vrai, en plus. On s'intéresse à ce que les autres pensent de ce que nous publions. Publier un texte sur Facebook, ce n'est pas simplement publier un texte. Publier un texte sur Facebook, c'est le soumettre à des likes et des partages. Et l'existence même de ces likes et de ces partages rend impossible d'ignorer la question de la popularité de nos publications sur la plateforme. Elle nous transforme de facto en personnalité publique. Facebook ne nous transforme pas seulement en personnes intéressées, Facebook nous transforme en stars narcissiques. Facebook a compensé la décrépitude des organes de presse traditionnels en faisant de nous les collaborateurs du plus grand média du monde. Mais en contrepartie, il nous a mis en concurrence, il nous a divisés. On s'est mis à regarder le nombre de likes que recevaient nos amis, et on a commencé à faire ce qui était en notre pouvoir pour en obtenir autant. Ouais, on est devenus tous des petits médias à notre échelle. Une petite chanson, une remarque humoristique, une photo mignonne. Quand on publie sur Facebook, on est toujours, consciemment ou non, en train de faire sa propre publicité. Et on finit par y faire ce que font toutes les personnes sensibles à la question de la popularité, du fan service. La présence du like et le souci d'en avoir ont fait de nous les porte-parole de notre propre cause. Ce n'est pas tout, loin de là. Sur Facebook, nous pouvons suivre la vie au quotidien de personnes que l'on aime ou de personnes que l'on déteste. Nous pouvons savoir qui cette personne apprécie ou non. Nous pouvons voir ce que cette personne pense au quotidien sur n'importe quel sujet, à n'importe quel moment. Non, mais ça veut dire que dans ce chat, soyez très honnête. Qui regarde ce stream pour me hate watch? C'est ça en fait le revers de la médaille, c'est que peut-être qu'on est regardé, peut-être moi vous regardez mon stream mais parce que vous me détestez et vous voulez juste avoir votre dose de haine envers moi. Vous faites, je ferai plus jamais la vaisselle. Oui bon, fais quand même la tienne. On est les community managers de notre vie, oui. Putain, Pazou, toi tu me... Moi j'adore. Faites des cœurs. Il a raison, j'ai entendu Moufette pleurer toute la nuit parce que personne n'a like son tweet, c'est vrai. Je hate watch. Hate Marc. Seulement pour l'humour watch. Putain, mais en fait, même quand je vous balance, vous êtes horrible. Hein. Putain, je suis dégoûté. J'ai volontairement balancé une perche pour que vous soyez horrible avec moi. Genre, volontairement, c'était pour que vous, dans le chat, vous disiez « Oui, je regarde, je te hate watch Moufette. » Mais même ça, c'est impossible. Vous mettez des petits cœurs en mode « Non, Moufette, non !» Putain, vous pouvez pas être méchant dans la vie, des fois. C'est terrible. Soyez gentil, soyez méchant. Mais non, mais putain, mais soyez pas des suceurs. Soyez méchants un peu.
C'est bon, vous avez le droit de dire que on t'aime en fait. Arrêtez, putain. Je sais que vous me regardez parce que vous me haïssez. Vous avez tous fait une réflexion sur ma coupe de cheveux. Vous avez tous secrètement dit les takes les plus transphobes possibles sur ma gueule. Je le sais en fait. Non, vous êtes des suceurs, c'est terrible. Nous n'en avons pas besoin, mais nous en avons envie. Toujours la même distinction, mais celle-ci est essentielle à rappeler. Parce qu'il est essentiel de rappeler que la condition même d'une bonne relation avec autrui tient au souci de notre liberté mutuelle. Si on se sent observé 24 heures sur 24, nous ne pouvons avoir de vraies relations d'amitié. Et voilà aussi ce que Facebook a changé dans nos vies. Nous sommes observés dans la plupart de nos actes et nous observons en retour. Nous vivons dans un incessant panoptique informationnel. Facebook ne nous transforme pas seulement en stars, Facebook nous transforme en espions. Ouais, ça fait peur, ça dénonce des choses. Facebook ne nous transforme pas seulement en espions. Nous sommes en mesure d'intervenir sur les murs de nos interlocuteurs, publiquement, même pour leur dire des choses désagréables ou qui ne les intéressent pas. Nous pouvons poster des publicités pour notre propre travail sur leur page. Nous pouvons les taguer sur nos publications pour qu'ils soient informés de ce que nous faisons. Nous pouvons ensuite nous exciter ou nous énerver sur leur lenteur à prendre en compte ce que nous avons posté. Nous devenons jaloux de certaines interactions et amers de notre manque de popularité. Facebook a intégralement modifié notre rapport à la parole. Il nous a habitués à fonctionner comme des débatteurs de télévision, argumentant sur n'importe quel sujet, argotant, pinaillant. Et dès que nous sommes pris en flagrant délit d'ignorance sur un sujet, nous allons chercher toutes les méthodes disponibles pour décrédibiliser notre débatteur, parce que ce n'est pas le sujet qui compte, c'est notre personne. Et nous pouvons le poursuivre de notre colère des semaines, des mois, des années durant. Facebook nous a transformés en politiciens. En outre, quand un ami parle sans avoir réfléchi, nous pouvons retenir ses paroles contre lui. En 15 ans, nous nous sommes habitués à regarder ce que postent nos connaissances de façon bien plus suspicieuse et intolérante que les décennies précédentes. Nous les traitons désormais avec beaucoup de gravité. Ah ouais, mais pour le meilleur et pour le pire, je veux dire... Finalement, avoir transformé tous les tweetos terminali online en politiciens, est-ce que c'est pas plus mal pour les faire voter Mélenchon? Est-ce que c'est pas plus mal pour essayer de les rediriger vers... C'est bien, c'est pas si mal. Ça dépend ce que t'en fais. Ça dépend qui gagne la partie de la bataille de la communication, la bataille culturelle. C'est pour ça que c'est une guerre. C'est véritablement une guerre. Et moi, dans tout ce flux, je ne suis qu'une petite soldate qui fait 200 vues, quoi. C'est vrai. Mais je suis quand même heureuse d'y participer. Je me dis que c'est pas si mal d'avoir un réseau social, de pouvoir partager de l'info, de pouvoir donner mon avis. Ça peut convaincre des gens ou pas, quoi. Déjà bien, voilà. Au moins, on essaye de s'en servir de la meilleure façon. Ça marche bien, tes dessins. Ouais, j'en fais plus trop ces derniers temps. Comme des personnalités publiques, dont l'avis compte. Même s'ils effacent une bêtise... Arrête, Néon. Toi, en fait, genre... Toi, par exemple, toi, tu livres ta mère aux Allemands, et en plus de ça, tu lui mets une balayette quand elle doit quitter la maison, quoi. C'est vraiment... Vite publiés, nous ressortons la trace de ce qu'ils ont posté pour leur faire honte. Pour que tout le monde sache. Pour que tout le monde voit. Cela semble invraisemblable. Et pourtant, cela fait désormais tellement partie de notre quotidien que nous ne voyons plus à quel point c'est une situation inédite dans l'histoire de l'humanité. Facebook nous a transformés en un peuple de dénonciateurs, de délateurs, de corbeaux. Nous demandons à nos amis des comptes sur les gens avec qui ils communiquent. Nous les rendons coupables de leur association avec des personnes dont ils ont pu partager un contenu douteux, quand bien même ils ne faisaient ça que par ignorance, par conformisme, sans trop savoir pourquoi. Nous leur faisons des procès. Nous allons jusqu'à les identifier sur des posts qui les mettent en cause, dans l'espoir que les personnes qu'ils aiment et qui les aiment puissent savoir tout le mal que nous pensons d'eux. Nous les croyons coupables dès qu'ils sont accusés par un tiers, et nous les insultons à longueur de commentaires, quand bien même nous ne savons pas si ce que nous savons à leur sujet est vrai ou faux. Facebook nous a transformés en juges. Et puis nous pouvons leur écrire des messages privés, rageurs, que nous sommes ivres. Nous pouvons les harceler, Ça sent le vécu. pourrir, les poursuivre de notre rage. Nous avons entre nos mains la capacité de leur mener une vie d'enfer. Et je ne parle pas des messages que nous pouvons envoyer pendant la nuit ou recevoir au réveil,
qui vont de la photo d'organes sexuels non sollicités à la menace de mort. Connecting with people. Tout ceci est devenu notre quotidien. Facebook nous a transformés en brutes. Putain, c'est vrai que les stalkers et les tueurs en série, c'est ce qu'ils font aussi. Ils essayent de se rapprocher des gens, quoi. Genre géographiquement. Regardons les choses en face. En 10 ans, Facebook ne nous a pas transformés en nerds. Facebook nous a transformés en connards. You're an asshole. Les réseaux sociaux ne sont pas simplement des outils. Les réseaux sociaux sont des mondes. Et leur fonctionnement est dès lors à l'image de la vision du monde de leurs concepteurs. Lire et publier chez eux ne sont pas des activités neutres, elles ne l'ont jamais été. Lire et publier sur Facebook, c'est accepter de se transformer, lentement mais sûrement, en Mark Zuckerberg. Putain. Mais il a raison, mais qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait, vieux man? Tu vas pas nous laisser avec cette vidéo? Tu peux pas nous dire la voix, s'il te plaît, vieux man? Fais une secte, je veux bien rejoindre, essayer, je veux bien avoir une période d'essai. On se pend. Putain, et... Ouais, vraiment, il y a genre, on se pend, quoi. Il n'y a pas d'autre opportunité dans la vie que se pendre, putain, les gauchistes. Hein. Faut arrêter de doumer, hein. Il a raison, Bad Mulch. Hein. Genre, dès qu'il y a un problème, c'est on se pend, quoi. Dans The All in Daylight, le hibou à la lumière du jour, qui devait être son dernier roman et qu'il n'eut pas le temps d'écrire avant de mourir en 1982, Philip K. Dick voulait raconter l'histoire d'un vieux scientifique supervisant la construction d'un parc de loisirs reproduisant l'atmosphère de l'université de Berkeley du début des années 50. Pour s'épauler, le vieux scientifique devait faire appel à un des plus puissants ordinateurs de la planète, chargé de faire fonctionner le parc. No doux mots, mais la souffrance est réelle. Moi, je reste sur ma citation cuck, mais que j'aime bien dire, le Doom est fédérateur. Vraiment, c'est juste 4 mots. Le Doom est fédérateur, mais en fait, il faut avoir conscience de ça. Le Doom n'est pas... En fait, le Doom, communiquer autour du Doom, ça ne sert à rien. Mais de toute façon, le Doom, ça se sent, ça se voit, ça se comprend. Il n'y a pas besoin de... Le Doom est fédérateur. Il faut arrêter ce truc de « Oh là là, le Doom, c'est la pire chose » et tout ça. C'est juste qu'on ne peut pas s'arrêter à doomer. Mais on sait très bien que doomer, c'est ce qui nous rassemble. C'est ce qui fait que vous regardez une putain de vidéo de vieux man sur un stream à 3h du matin qui parle de Zuckerberg et du fait que le monde est foutu parce que ce type-là a inventé Facebook, en fait. Si vous êtes là, c'est bien que le Doom est fédérateur. Donc au bout d'un moment, faut pas juste être en mode « Ah, le Doom, c'est pas bien, non, non, non ». C'est aussi ce qui fait qu'on s'intéresse à des choses, qu'on cherche des solutions, C'est bien, c'est ce qui fait qu'on fait communauté aussi. Mais la machine se serait rebellée contre le vieux scientifique et l'aurait piégé au sein de son propre parc en faisant un étudiant et en le privant du souvenir de sa véritable identité. The All in Daylight est une expression que Dick avait entendue dans une interview d'un type des monts Ozarks. Je suis comme un hibou à la lumière du jour. Elle voulait dire en gros que le type ne comprenait rien à ce qui lui arrivait. Comme un hibou à la lumière du jour, il circulait à l'aveuglette. The All in Daylight devait dessiner à la fois la vie humaine sous la forme de la prison, du parc d'attractions et du labyrinthe. La mort de Philip K. Dick a empêché la finalisation du roman, à moins qu'elle ait transformé son roman en autre réalité. Parce que le parc d'attractions est une bonne image de notre vie en tant que celle-ci est limitée et conditionnée et qu'elle se referme parfois sur nous comme les portes d'une prison. Les gnostiques, qui avaient tant influencé Philip K. Dick, avaient une vision similaire de l'existence humaine. Ils se sentaient piégés dans un monde labyrinthe, construit par un dieu fou et méchant, le démiurge, dont ils voulaient impérativement se libérer, s'émanciper. C'était une allégorie, mais un jour cette allégorie devint réelle. Depuis l'arrivée d'Internet, et surtout depuis la démocratisation de la fibre optique qui a permis l'accélération des échanges, le réseau social est devenu ce parc d'attractions et ce labyrinthe dans lequel nous évoluons, qui nous a fait oublier notre véritable identité. L'image dickienne du campus étudiant est également très pertinente, parce que Facebook est initialement un trombinoscope de campus qui a fini par concerner le monde entier, mais qui a conservé sa mentalité initiale. Tout d'abord, la concurrence physique, car Facebook peut toujours plus ou moins se réduire à qui aura le plus de likes sous sa photo, qui sera le plus attractif. C'est à cette logique de séduction puérile qu'aura été soumis l'ensemble des productions des utilisateurs, même si ceux-ci postent des articles, des pétitions ou des peintures. Recevoir un like pour une étude ou un petit cœur pour une œuvre d'art est une manière incroyablement infantile de concevoir un travail intellectuel, artistique ou politique. C'est l'extension, dans tous les domaines des activités humaines, de l'esprit de compétition des campus. Comme le vieux scientifique du roman inachevé de Philip K. Dick, une fois piégé dans la prison psychique des réseaux sociaux, nous avons vécu ces 15 dernières années comme des étudiants, incapables de vieillir. Nous y avons aimé et haï comme des étudiants.
Nous y avons milité comme des étudiants. Nous y avons conçu notre avenir comme des étudiants. Mais dans un monde où l'examen final ne venait jamais et où on retournait perpétuellement en première année. Voilà pourquoi le monde n'est pas ressorti plus clair de l'expérience des réseaux sociaux, mais plus confus. Voilà pourquoi, malgré nos nombreuses bonnes intentions, nous n'avons jamais cessé d'y être mis en concurrence les uns vis-à-vis des autres, désorientés par de fausses pistes, fake news, obsessions idiotes, et par une soumission tacite à l'actualité comme aux algorithmes. Voilà pourquoi l'expérience des réseaux sociaux depuis 15 ans s'est toujours fait au détriment de la majorité et au bénéfice quasi exclusif des arnaqueurs. Voilà pourquoi nous n'y avons pas rencontré l'amour, mais des catfish et des arnaques en ligne. Et voilà pourquoi, malgré notre volonté de faire de ce monde un monde meilleur, nous n'avons cessé de nous diviser et de nous faire la guerre au bénéfice des entreprises et des politiciens les plus cyniques. And we declare peace on earth equal heart. Enfin, voilà pourquoi les événements politiques qui ont été préparés... Jamais il dose. Il a raison. Il a raison. Et c'est une streameuse qui vous le dit. C'est que oui, on aura beau avoir toutes les bonnes intentions du monde, reste que telle personne a tel nombre de viewers, telle personne a plus de subs qu'une autre, telle personne s'en sort mieux et donc peut faire plus de choses. C'est beau faire des bons streams ou peut-être que j'ai une take de fou, reste qu'elle est visible ou non et je suis soutenu financièrement pour ça ou non. Et je vous dis pas ça en mode oh là, donnez de l'argent. C'est juste qu'on est dans une saucisse. Et que quand bien même on a conscience de la saucisse, bah la saucisse est toujours là. Je parle franchement, tu cherches que qu'elle ramollit du bulbe en fait. De parler là. De doser quoi ça? C'est la vraie vie maintenant. Ah oui, oui, je sais que c'est la vraie vie maintenant. Mais ça pose des questions, ça, c'est... En fait, vivre dans une saucisse et prendre conscience de la saucisse, ça rend malheureux. Se dire, oh là là, putain, nous sommes dans cette saucisse, c'est quand même triste. Mais c'est mieux que rien. C'est peut-être ça ce qui est terrible, quoi. C'est que c'est triste, mais c'est mieux que rien. C'est mieux qu'ignorer la saucisse. C'est ça qui est terrible. C'est que parmi tous ceux qui ont conscience que la saucisse existe, si peu de gens arriveront à réellement changer les choses, mais ça vaut quand même la peine d'essayer. Ça vaut quand même la peine d'essayer. C'est horrible ce sentiment d'impuissance. Moi j'ai envie de dire que le sentiment d'impuissance, c'est mieux d'en faire le constat sur ton lit de mort. Parce que tant que t'existes et tant que tu peux bouger, le sentiment d'impuissance, il a pas de sens. C'est juste un examen du passé. Mais t'as encore des années devant toi. T'as encore plein de choses à faire. Fais l'examen de ton impuissance sur ton lit de mort. C'est le moment le plus terrible pour le faire, mais au moins, la conclusion sera courte. Que tu finiras juste par mourir, en fait. C'est peut-être comme ça qu'on peut essayer d'être optimiste. Relayés ou massivement diffusés, comme les révolutions arabes, Occupy Wall Street, Nuit debout ou même les Gilets jaunes, ont eu des résultats tellement décevants dans la réalité et toujours contraires à leur visée initiale. Tant que nous resterons pathétiquement attachés à l'idée de le faire à travers les réseaux sociaux, il sera pour nous totalement impossible d'améliorer notre condition présente. Ce n'est pas fatal, mais c'est algorithmique. Les réseaux sociaux ne sont pas Internet, et Internet n'est pas l'ordinateur. L'ordinateur est le chef-d'œuvre technologique de la deuxième partie du XXe siècle. Et Internet est sans doute la plus belle avancée démocratique offerte par les développements technologiques. Mais les réseaux sociaux, eux, ne sont qu'une fable que l'humanité s'est racontée, sans se rendre compte qu'elle peignait aux couleurs du paradis un enfer inédit, une prison dans laquelle, sans s'en rendre compte, elle s'est lentement enfermée, se privant progressivement d'accéder à la capacité de transformer le monde. Putain, mais ouais, mais c'est bien gentil ça, mais putain, mais alors ils sont où les Anonymous là? Parce qu'il y a eu des manifs en 2013-2014 où tout le monde était matrixé. Anonymous, ils mettaient des masques. Les gens étaient convaincus. Moi, je veux bien y croire à cette idée. Internet est un lieu fascinant. Et les réseaux sociaux nous ont guidés, ont défini des règles à l'utilisation qu'on faisait d'Internet qui fait que c'est pourri. Qui fait que notre information ne nous appartient pas et finit par être cotée en bourse, utilisée. Certes, mais ils sont où les gens qui peuvent changer la méta? Putain, on les attend toujours. Les initiatives sont pas là. C'est bien gentil, mais bon.
Mais les réseaux sociaux ne sont pas Internet. Et les réseaux sociaux pourraient disparaître du jour au lendemain, si nous le voulons. Oui, comme diraient John et Yoko, Facebook is over if you want it, Twitter is over if you want it, Instagram is over if you want it. Est-ce que le pouvoir d'Internet n'est pas finalement limité à n'être qu'une lueur? Est-ce que ce pouvoir d'Internet n'était pas une lueur aussi pour Zuckerberg? Je veux dire, Zuckerberg, quand il a commencé son site, il s'est jamais dit qu'il aurait des serveurs capables de faire tourner 3,5 milliards de personnes. Ça veut bien dire que la lueur, elle est là pour tout le monde à la base. TikTok is over if you want it, YouTube is over if you want it. Ce n'est pas fatal, ce n'est pas algorithmique, mais ce serait pas de doute révolutionnaire. Si un jour nous considérons enfin que le calcul, le narcissisme, la concurrence, l'espionnage, la malveillance et l'humiliation ne nous sont d'aucun bien et contribuent au malheur quotidien de tous comme au nôtre, alors certes, nous n'aurons pas sauvé le monde ou l'humanité pour autant. Nous en serons encore très loin. Nous aurons cessé de générer quotidiennement de nouveaux problèmes et nous commencerons enfin à nous pencher sur les solutions. Ce serait déjà énorme. Ce serait le commencement d'autre chose. Quelque chose que nous ne connaissons pas encore et qui peut-être existe déjà. Voilà, Infernet, c'est fini. Putain, Infernet, c'est fini. Et pour ceux qui se posent encore la question, non, je n'ai pas été viré de Blast. Ouais, moi j'étais sûr que si. Vous pouvez donc continuer à liker, commenter et à vous abonner de bon cœur. Je continue la fin du film avec Thomas Berthet à... Il s'adressait peut-être à moi, hein. Moi j'ai fait une théorie de fou. Est-ce que Vieux Man, tu es là? Est-ce que tu vois mes streams, Vieux Man? Désolé de t'appeler Vieux Man, mais c'est tellement tentant en fait, je ne peux plus. Des fois je cherche tes vidéos sur YouTube, je tape Vieux Man. Tellement je suis matrixé, parce que c'est incroyable en fait, c'est... Le mythe a dépassé l'homme. Vieux Man est un mythe. Et toi, pas comme Tielman, tu es une personne, certes, mais tu es à la hauteur du mythe. D'un épisode par mois, je reviendrai avec Mathias Enthoven à la Je vais le suivre, je le connaissais pas. Il est trop fort. Réalisation à la rentrée pour un nouveau programme qui, j'espère, vous plaira. Infernet, c'est également un livre qui sort cette semaine aux éditions Florent Masto et Blast. Ok. Il sera dès le 4 mai dans toutes les bonnes librairies. Le lancement aura lieu le 4 mai au soir à la librairie Le Mont-en-l'Air, 2 rue de la Mare, Paris 20e arrondissement. Putain, il va sortir un bouquin. Ouais, mais du coup, si on a vu toutes les vidéos, est-ce que ça sert quelque chose? Avec les 12 textes des 12 épisodes. Ah oui, c'est ça. Relus, corrigés et augmentés, une préface de Denis Robert et un long texte autobiographique, Internet et moi, une confession, que vous lirez si vous avez envie de savoir quelle a été ma propre traversée individuelle des réseaux sociaux. Oh là là, ça, rien que pour ça, c'est très intéressant. J'ai juste envie de prendre le bouquin et d'aller à la fin pour lire ce passage. Qu'est-ce qui l'a forgé aussi individuellement à penser comme ça? It's your boss! You fucking dick horse! We are brothers. Nice to meet you, stranger. If you didn't know, I like pizza. Hitler n'a rien fait de mal. Okay. Merci à Denis Robert et à Soumaya Benaïssa pour avoir accueilli ce programme. Merci à Mathias Enthoven pour m'avoir convaincu de le faire et avoir réalisé tous les épisodes. Merci à tous ceux qui ont travaillé sur les épisodes, en particulier Arthur Freinet qui a dirigé les équipes de tournage, Baptiste Veillant qui a fait la splendide musique originale et Ameyes Aitoufela qui a monté de façon toujours sidérante la plupart des épisodes. Enfin, merci à vous pour avoir suivi toute cette série. Cela a été une expérience très émouvante pour moi, parce que j'étais humain. Enfin, je suis humain. Et c'est parce que je parlais de moi au passé. Feldup, c'est quoi, il parlait de lui, quoi? Quoi, attends, il a dit quoi? C'est un message secret. Mon passé. Là, il ouvre la bouche comme ça. Ça fait un A, Al, et remonte la langue. Attendez, il remonte la langue, on est d'accord, non? I will be back. Oui, c'est ça, il a dit ça. Regardez, A. Regardez, A. Là, il remonte la langue. C'est pour un comme ça. Al will
be back. Ou alors il a dit Albiba. Alibaba. Alibaba. Prochaine vidéo sur Alibaba, le site. Putain, c'est peut-être ça. Y a pas... Ou alors il y a une ville qui s'appelle Alibaba. Faut aller sur map. Albiba. Albiba authentique. Alibaba. Non, c'est pas ce qu'on... Ah putain, il y a que Alibaba. Peut-être Alibaba authentique, hein, qui sait. Avis. Restaurant désert au moment de ma commande, alors service rapide, mais ce ne sont pas les plus aimables. La viande était bonne, mais pas incroyable non plus. Et les frites dégueulasses, ce qui m'énerve autant, d'autant plus qu'il faut les payer en supplément. C'est la première fois que je vois ça. 6 € pour la viande dans du pain et 2 € de plus pour des frites pas bonnes. Je sais pas quoi en penser. Je sais pas ce que vous en pensez, le chat, mais... Tout s'explique. Oui. Putain, le prix de la viande kebab. Les frites étaient pas bonnes, putain, c'est ça. Il dit Aléa. Putain, ça veut dire que Vieux Man, c'est Aléa. C'est pas Feldup, c'était Aléa depuis le début. Il a dit